Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation, une émission de Madame Figaro. Mon invité du jour est acteur et son nouveau film sort dans quelques jours, il sort la semaine prochaine. Bonjour Guillaume Gallienne. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Pas mal, merci. Je vous pose ma question rituelle, ma question d'ouverture, celle que je pose à tout le monde. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être Guillaume Gallienne? C'est laborieux, mais... Laborieux comme question ou, non, ou c'est comme laborieux état? d'être moi. C'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Oui. J'étais passé la cinquantaine, Mhm. et être dans la cinquantaine, c'est assez marrant parce qu'on se rend compte que chaque anniversaire, c'est plus un an de plus, un an de moins, et donc on perd moins de temps. On dit oui avec autant d'enthousiasme, voire plus, mais on dit non sans problème. Mhm. Ça, c'est pas mal. Ouais. En revanche, je me rends compte que je fais des bilans qui sont pas toujours réjouissants. Et voilà. Quel genre de bilan? On a une année en neuf, on m'a dit que c'était la fin d'un cycle. Et Ah oui. je suis un peu dans une fin de cycle de plusieurs choses dans ma tête. Ah oui. Ouais. C'est pas des bilans de santé, rassurez-moi. Ah, il faut en faire aussi. Faut en faire, oui. Ouais. On vous envoie, dès votre anniversaire de 50 ans d'ailleurs, on vous envoie une petite enveloppe. Ouais. Et J'ai reçu la même, je vous rassure. voilà. Voilà ce que ça fait, mais je fais des choses très intéressantes avec des gens très intéressants. Mhm. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance. Là, on se voit pour le film dans lequel vous jouez, La vie devant moi. Mm. Et c'est un film qui sort dans quelques jours, dans lequel vous interpréterez le rôle d'un père de famille qui, avec sa famille, est réfugié, en quelque sorte. Il s'échappe de peu à la RAF du Veldiv. Du Veldiv. Ouais. Il passe la guerre dans une chambre de bonne. 2 ans et 1 mois. Ouais. 2 ans et 1 mois, Ouais. exactement. C'est un film qui existe aussi en livre, c'est un livre de Guy Berenbaum, La vie devant moi. Je me demandais, avant, qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter ce rôle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a immédiatement fait tilt? Oui, le scénario m'a beaucoup plu, mais il y a une scène que j'ai trouvée absolument bouleversante. À la lecture, c'est lorsque ma fille, à un moment... Ta fille dans le film? Ma fille dans le film, qui est merveilleusement bien incarnée par Violette Guillon, vient me demander pourquoi on n'est pas résistant. Mhm. Et je lui dis parce que j'ai pas la force. Je suis pas courageux, moi. Et c'est quelque chose qui me bouleverse parce que je me rends compte que très souvent, lorsqu'une personne est victime de quelque chose, que ce soit une dimension historique comme celle-ci ou que ce soit même de l'ordre de l'intime, elle a tendance à se déprécier. Mhm. Et je trouve ça tragique et d'une injustice. Évidemment qu'il est courageux, il fait ce qu'il y a à faire, il protège sa fille, il protège sa famille. Et, mais sous prétexte qu'il ne va pas au front, sous prétexte qu'il ne répond pas à des canons, les canons officiels de qu'est-ce que l'héroïsme, qu'est-ce que le courage, alors lui se déprécie. Et j'ai trouvé ça bouleversant. En lisant ça, j'ai trouvé ça... C'est une des scènes clés du film, c'est quasiment central dans le film. En tout cas, c'est celle qui m'a vraiment marqué. Il y en a une autre aussi où je crois que sa fille lui dit « Merci pour ce que tu fais pour nous ». Oui. Non, mais elle est... de toute façon, notre fille, elle est... Il y a plein de scènes où elle est... Ce qui était très beau, c'est que dans le scénario, il y a beaucoup de choses... Enfin, il y a très peu de dialogue. Il y a beaucoup de choses qui étaient inscrites comme des actions, mais n'étaient pas inscrites nos réactions. Et on a plusieurs fois eu des réactions auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Notamment, il y a un moment où elle me dit « Viens voir ». Et en fait, elle a dessiné sur le sol le piano qu'elle n'a plus et sur lequel elle ne peut plus jouer. Et elle fait semblant de jouer et elle chante sur... Et je me suis rendu compte que je me suis retrouvé à être tellement fier de ma fille, à me dire, mais son imaginaire va au-delà des cloisons, au-delà de... Elle poétise, elle est beaucoup plus forte que ceux qui nous tiennent enfermés. Elle est beaucoup plus forte. J'étais fier, mais vraiment. Oui, comme un vrai père.
Bah ouais. 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 Et puis des moments de gouffre, notamment quand on parle des camps de travail, parce que la grand-mère nous raconte ce Oui. qui est en train d'être raconté de la rafle, en disant on parque toutes les familles avec les enfants dans des wagons à bestiaux. Et notre fille dit, mais pour les emmener où? Et moi je dis, bah, dans des camps de travail. Et tout d'un coup, notre fille dit, mais les enfants, ils ne travaillent pas. Oui, il y a un vrai... Et là, on s'est regardé avec Adeline Dermy et Claude Mathieu, donc, qui jouent respectivement ma femme et ma belle-mère. Et on a eu un gouffre. Tout d'un coup, on a été face à l'impensable. Ouais. Alors que nous, comédiens, en 2023, évidemment qu'on sait très bien ce qui s'est passé, et où on va. Mais en jouant la scène, tout d'un coup, d'être confronté à la question, bah alors quoi? Voilà, et le quoi tragique qui se profile. Je voudrais que... On va revenir sur le film, mais je voudrais qu'on regarde un peu la photo que vous nous avez envoyée. Oui. À propos de jeu. Est-ce que Claude vous pouvez Mathieu. nous dire quelle est cette photo? C'est une photo donc de Jean-Louis Fernandez, qui est un merveilleux photographe qui suit les comédiens, principalement des comédiens de théâtre, mais aussi de cinéma, et qui, là, nous avait suivis parce que c'était la dernière représentation de Claude Mathieu en tant que doyenne de la Comédie Française. Elle est maintenant sociétaire honoraire, mais elle a quitté la troupe en tant que doyenne, et c'était une représentation du Tartuffe à je ne sais plus où, en tournée, mis en scène par Ivo Vanov, dans lequel j'avais repris le rôle de Damis, et elle jouait Madame Pernelle, et Claude Mathieu est la personne qui m'a donné envie de rentrer à la Comédie Française. Je suis rentré en fait pour être avec elle. Ah oui. C'est-à-dire que nous jouions, Daniel Mesguich, qui était mon maître en première année du conservatoire, mettait en scène Mithridate de Racine au Vieux Colombier, avec la troupe du Français. Claude Mathieu jouait Monime, la reine, et il y a dans Mithridate un tout petit rôle qui dit 4 vers à l'acte 4 et un hémistiche à l'acte 5, ou l'inverse, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Et évidemment, personne ne voulait le jouer, c'était trop petit. Et donc l'administrateur de l'époque, Jean-Pierre Miquel, lui avait dit « Choisis un de tes élèves ». Et j'étais en première année, et je lui avais passé Auguste dans Cinna. Et il avait aimé mon travail sur l'Alexandrin, et donc il m'avait proposé le rôle, et je m'étais retrouvé à jouer, notamment avec Claude Mathieu, dont je suis tombé raide dingue. Oui. Et ça a été vraiment ma compagne de théâtre. Elle est ma compagne de théâtre depuis 30 ans. Nous avons tout fait ensemble. Elle m'a mis en scène dans Saint-François le divin jongleur de Dario Fo, puis je lui ai demandé de me mettre en scène dans Les Garçons et Guillaume à table. Elle et son mari m'ont aidé à l'adaptation, Nicolas Vassiliev pour l'adaptation au cinéma, et puis elle m'a suivi pour Oblomov quand j'ai adapté Oblomov pour Arte, pour mon deuxième long métrage Marilyn, elle était avec moi au combo, avec moi, enfin, et là encore, là par exemple, j'arrive à l'instant d'un studio sombre, parce que je réalise Cyrano de Bergerac en film d'animation avec des animaux. Et pour les voix, j'ai demandé à Claude d'être avec moi. C'est une sorte de fidélité que vous nous racontez. Oui. Il y a une vraie fidélité. Ah oui. Et est-ce que un compagnonnage. Un compagnonnage. Est-ce que c'est le genre de trajectoire auquel vous pensez? C'est-à-dire? Est-ce que c'est une trajectoire comme la sienne? C'est que je vous dis, tiens, moi aussi. Être comme Claude? Oui. Alors, vous avez une trajectoire très différente, bien sûr. Oui, elle a des qualités que je n'ai pas du tout. Non, mais c'est qu'elle a des qualités que je n'ai pas du tout. Elle réfléchit l'acteur comme peu de gens savent le faire. Vraiment. Elle est beaucoup plus patiente, elle n'est pas bavarde comme moi. Elle est plus tempérée aussi. Vous n'êtes pas patient? Non. Ouais. Mais bavard. Et en plus bavard, oui. Donc voilà, c'est différent. Elle a des qualités que je n'ai pas. Okay. Je vous propose d'écouter un peu de musique. Allez. On va écouter un morceau, on va voir si vous reconnaissez. Si vous ne reconnaissez pas. Ouais. Ça. Super trop. Ça va être Christophe American. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que ça vous raconte? Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque mon Super meilleur fort. ami, Jeremy Hodgson, qui est le frère de celui qu'on chante, qu'on entend Oui. chanter, Oui. le demi-frère de Roger Hodgson. Mhm. Et voilà, et Jeremy, c'est mon meilleur ami en Angleterre depuis l'âge de 13 ans. Ça m'évoque une jeunesse enfin, qui respirait enfin, parce que j'arrivais d'un pensionnat en France horrible. Mhm. Et je suis arrivé en Angleterre et je me suis retrouvé avec à pouvoir traverser une cour d'école sans me faire traiter de pédale ou de tentouse. Euh, je n'avais pas de surnom ou de colibet. Enfin, et tout d'un coup, j'étais considéré comme les autres. Et C'est plus libre, peut-être. en tout cas, j'étais pas étiqueté, Oui. surtout. Et voilà, et Jeremy était en plus un des lads, vraiment, il était... après, il a été capitaine de l'équipe de rugby, enfin, c'était vraiment... Et lui est devenu mon pote sans aucune... sans aucun... Oui, sans préjugés ou sans étiquette, voilà. Et il est resté mon ami, je suis le parrain d'un de ses fils, enfin, voilà. Est-ce que, vous parlez de la cinquantaine tout à l'heure, de la cinquantaine dépassée, est-ce qu'après la cinquantaine, est-ce qu'on a des souvenirs qui ressurgissent de son adolescence? Ah, on a des souvenirs, on a des regrets aussi. Ah oui? Ouais. Quels vous auriez? Ah bah, de choses non vécues, Oui. de choses où... Moi, j'étais dans la survie quand même très longtemps. Hein, avant de vivre, j'étais beaucoup plus dans la survie. Donc, mais, alors, il y a une chose qui console énormément, c'est les enfants. En tout cas, pour ma part, j'ai un fils on vient de fêter ses 18 ans. Et le fait de le voir, lui, qui n'a pas du tout les complexes que j'avais, qui a des audaces, des libertés, qui a des initiatives et des envies, Waouh! Alors là, je dois avouer, ça console énormément. On dit, bon, au moins, j'ai pas foiré ça. Je vous propose d'écouter une autre musique. On va voir. Avant d'avoir évolué. Alors, c'est Juliette Gréco? Oui, la javanaise. Ouais, ça j'avais reconnu. Mais oui, c'est Juliette avec qui que j'ai eu la chance de rencontrer. Mon père et mon oncle la connaissaient il y a très longtemps. Et puis on avait un ami de la famille qui était un de ses meilleurs amis, Marcel Lefranc. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone et j'entends Allô, Guillaume Gallienne. Je dis oui, c'est Juliette Gréco à l'appareil. Je vous dérange? Je dis non, pas du tout. Elle me dit voilà, je fais un album sur les ponts de Paris. J'ai demandé à plusieurs auteurs de m'écrire des textes et Amélie Nothomb m'a écrit un texte qui s'appelle Le Pont Juliette. Vous comprendrez aisément que je ne peux pas le dire. Est-ce que vous accepteriez d'en être? Je dis mais évidemment. Et donc je suis allé dans le 20e arrondissement, dans un studio sublime tout en Davout? Le studio Davout. Faidherbe, c'est ça? Faidherbe. Sublime, tout Ouais, en bois. ouais. Et Amélie Nothomb était là, bonjour, là, Juliette. Et puis son mari a joué, et puis moi je me suis mis en cabine, j'ai dit le texte, elle me dit bon, bah, c'est bon. Je dis, oh, je vais peut-être le refaire. Je le fais une deuxième fois, je me plante, elle me dit, vous êtes planté? Je dis, bah oui. Elle dit, on en refait une alors. Et je fais, elle dit, bah c'est bon. Et puis elle dit, et puis elle me dit en partant, elle dit, il n'y a pas beaucoup de mecs dans l'album, mais quel mec. Et du tac au tac, je lui dis oh, merci, c'est adorable, surtout venant de vous. Et là, elle me dit mais je sais, j'en ai eu quelques-uns. Mon Dieu, ça c'est beau, oui. Ça c'est très très beau. C'est C'est le génial. studio Ferber. Merci, Ferber. Et non, mais elle a fait un truc génial, Juliette Binoche, c'est que un jour, en arrivant dans une boîte de nuit à Saint-Germain avec Miles Davis, le videur a refusé que Miles Davis rentre parce qu'il était noir. Et Juliette Gréco l'a regardé, elle lui dit « Donnez-moi votre main, s'il vous plaît ». Et le videur lui a donné sa main, ou le patron de la boîte, je ne sais plus, elle a pris la main du mec, elle l'a ouverte,
Elle a craché dans la main, elle a refermé. C'est le genre de choses que vous pourriez faire? J'aime ce panache, en tout cas. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, quand la colère est... en fait, quand face à l'indigne, Mhm. il y a quelque chose de tenue. Restez droit. Mm. C'est un peu aussi ce que fait votre personnage dans le film. Oui, enfin, Face à cette fenêtre, comme il peut, c'est oui. difficile comme il peut, mais il est tout le temps à la fenêtre. C'est, oui, vigie. C'est une vigie, ouais. Et il Pourquoi? reste... Parce qu'en fait, au tout début, la femme qui nous héberge, enfin Sandrine Bonner, qui nous sauve la vie, nous dit, voilà, il y a un nom de code, il y a un truc, il y a un code avec la gardienne, c'est si elle balaye vite la cour, c'est qu'il y a un danger. Et du tac au tac, il prend la chaise, il la met devant le hublot et il reste. Et il est resté 2 ans et 1 mois devant ce hublot. Je me demandais, en regardant le film, quelle impression du temps vous aviez, vous, C'est une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Les impressions changent lorsque... Alors, nous, on n'était pas dans 6 mètres carrés comme eux, comme la famille Zilberstein, mais on était dans 12. Néanmoins, on était 7 et non pas 3. Et ce qui se passe, c'est que on était à l'affût du moindre bruit. Ils ont vécu dans la terreur pendant 2 ans et 1 mois. C'est-à-dire que le moindre bruit, tout était une menace. Et puis, le rapport au territoire aussi. Je me souviens d'une jeune fille, à un moment, rentrait chez nous, et la comédienne est entrée, elle a laissé la porte ouverte, et j'ai interrompu la scène, j'ai dit, pardon, c'est pas possible. C'est impossible qu'on laisse la porte ouverte. Oui, on sent le film, enfin, vous êtes dans la pièce, vous êtes vraiment, oui, et le temps, vraiment, le temps a une prise sur le huis clos. Oui. Et puis, par rapport au temps, bon, c'est un tournage qui avait un budget quand même assez limité, donc on ne pouvait pas non plus... on a tourné beaucoup, c'était très dense. Donc le rapport au temps, il était quand même... et puis on jouait toutes les saisons, malgré... On a tourné en été, il y avait la canicule, donc on jouait l'hiver, il faisait 35 degrés. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout le rapport au rien. C'est un peu comme en prison. En prison, il y a ça, c'est qu'il y a des moments où on ne sait pas du tout quelle heure il est. Ouais. On a l'impression que la lumière est toujours la même, les sons sont toujours les mêmes. Enfin, non, ils ne sont pas toujours les mêmes, mais disons qu'il y a une résonance, on amplifie. Une texture qui est un peu la même, une texture. Ouais, et on ne sait pas si... Parfois, il y a des jours où on se dit il doit être 18h et il n'est même pas 11h, et des jours, c'est l'inverse. Je vous propose de passer à notre séquence suivante, c'est des mots. Des mots. On va voir certains mots, vous allez réagir. M-O-T-S. Il y a le premier mot qui va apparaître. Voix. Oui. Voix. Voix. Votre voix. Et oui. Votre voix, la voix de Paddington, la voix de plein de choses, évidemment. Paddington. Comment vous, en peu de mots, comment est-ce que vous vivez votre voix? Je la vis vraiment comme... sans y réfléchir. C'est-à-dire que je l'entends et je peux dire, bon là ça va pas, je peux la corriger, mais je ne vais pas... je ne fabrique pas ma voix pour un rôle. C'est le rôle qui m'amène à cette voix-là. Donc je ne compose pas ma voix. Sinon, en fait, on l'abîme beaucoup. La voix, c'est la chose la plus liée à l'inconscient dans le corps humain. Et c'est à la fois quelque chose de public et de très intime. Qu'est-ce qu'elle dit, votre inconscient? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que j'assume aussi bien ma masculinité que ma féminité. C'est une bonne réponse. Le mot suivant. Comédie française. Comédie française, une troupe dans laquelle je suis rentrée il y a maintenant 29 ans en tant qu'élève stagiaire, et c'est surtout une troupe pour moi. C'est à la fois un théâtre, c'est une mission de service public. Je me demandais, est-ce que quand on est à la Comédie Française, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne se permet pas? Est-ce que ça vous oblige? Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir que vous employiez ce mot, ce verbe, ça m'oblige. C'est une des caractéristiques de ma personnalité. Oui, la Comédie Française m'oblige, la troupe m'oblige, le répertoire.
Ouais. les auteurs, les metteurs en scène, la variété des metteurs en scène, des textes. Ouais. Okay. C'est vraiment une ruche humaine et surtout des textes. Le mot suivant. Littérature. Littérature. Vous avez enregistré beaucoup de textes. Vous avez travaillé sur beaucoup de textes. Ouais, et là, je viens d'écrire mon premier livre, Oui. qui va sortir là, le 7 mai, Le Buveur de brume. Littérature. Ça sort chez Stock, c'est dans la collection Ma nuit dans un musée. Oui, très bien. Ah, très bien. Ah, très bien. Parfait. Et voilà. C'est quel musée, pardon? Quel musée vous avez choisi? C'est un musée en Géorgie, à Tbilissi. Très bien. Et littérature, moi, je ne peux pas vivre sans. Les textes, les auteurs, c'est ma fenêtre c'est la fenêtre la plus intime, la plus intelligente, la plus intéressante que j'ai sur le monde que je n'ose pas aborder en vrai, ou que je ne connais pas, ou qui est trop loin, ou qui est parfois trop proche et je vois rien. Enfin, voilà, c'est la chose, c'est mon lien de fraternité, c'est tout. Est-ce que lire Proust, par exemple, Oui. vous dit quelque chose du monde contemporain? Est-ce que vous utilisez Proust pour regarder le monde contemporain, ou est-ce que c'est pour vous en échapper? Les deux, mais disons que je constate aujourd'hui que souvent des auteurs comme ça d'une littérature que Daniel Mendelsohn appelle une écriture circulaire, comme que ce soit Homère, Tchekhov ou Proust, je constate que les gens ont tendance à vouloir les réduire à quelque chose de linéaire. Et c'est un monde qui veut réduire au linéaire. Toujours aller d'un point A à un point B, et sans supporter l'idée que des motifs puissent être récurrents comme ça, et que le but n'est pas d'aller quelque part. Quand on regarde votre œuvre, votre filmographie, enfin tout ce que vous faites, on a l'impression qu'il n'y a rien de linéaire. Ah non. Et que vous faites un peu ce qu'aurait fait Gilles Deleuze, vous vous promenez, vous êtes un nomade. J'adorerais, mais oui. Alors, en effet, non, il n'y a rien de linéaire, et je crois que j'en serais incapable. Le mot suivant, on va voir à propos de linéarité. Le mot suivant. Opéra. Opéra. Et oui, j'arrive de Tallinn, là. Je viens de remettre en scène un ballet que j'ai fait avec Claire-Marie Osta, qui a fait la chorégraphie, et Pulcinella, et L'heure espagnole, que nous avions fait à l'Opéra Comique, et là, on vient de le monter à l'Opéra de Tallinn. Ça représente quoi pour vous, l'opéra? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport... Mais c'est un espace de liberté assez incroyable, parce qu'on n'est pas obligé d'être collé à l'histoire. On est beaucoup plus libre grâce à la musique, et grâce à l'addition, en fait, grâce à l'addition des arts, à la conjugaison des arts, on peut un peu exploser le tout et partir assez loin. C'est un carrefour. C'est assez agréable. Ouais. Le mot suivant, en peu de mots. En peu de mots. Famille. La mienne. La comédie française aussi. C'est mon foyer. Non. Non. La famille. Enfin, non. Ça l'a été, ça ne l'est plus. Ça ne m'empêche pas de les aimer. Mais ma famille, c'est ma famille. C'est ma femme et mon fils. Ma mère, mes frères, enfin, mes cousins, mes cousines. Mais ma famille, c'est les miens. Maintenant, j'aurais pas dit ça il y a un an. Mais aujourd'hui, je sens... Mais peut-être aussi parce que mon fils va partir à l'université. Peut-être que tout d'un coup, je me rends compte à quel point c'est le plus important. Je comprends. Le mot suivant. 1972. L'année de ma naissance, ouais. Ouais. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ah oui, pour moi, c'est vraiment... Enfin, il y a tellement de vrais événements dans l'année 1972 que... moi, je suis très cendre. Je viens de... Je retourne à la cendre, et voilà. Donc, je fais oui. Enfin, c'est un passage, donc... so what? Très bien. Éphémère. Le dernier mot, bientôt. Bientôt. Qu'est-ce qu'on attend de vous bientôt?
Oh, Oh. déjà, là, Le devant moi. Ouais. Et puis, Le Buveur livre. de brume, chez Stock, ouais. Ouais. Et puis, quoi d'autre? Et puis, je reprends Le Maître de philosophie dans Le Bourgeois gentilhomme, mis en scène par Valérie Le Sort et Christian Eck à la Comédie Française. Et puis Cyrano de Bergerac, mais ça, il va sortir en 2027. Oui. Ça fait 2 ans que je travaille dessus, j'en ai encore pour 2 ans. L'adaptation de Cyrano de Bergerac en film d'animation avec des animaux. Rien de linéaire, donc. Non. Pour terminer, on va regarder une vidéo, enfin Ouais. un petit message que quelqu'un Oui. a envoyé pour vous. On écoute. Bonjour cher Guillaume Gallienne, Oui. d'abord j'aimerais te remercier pour l'incroyable interprétation qui est la tienne dans le film La vie devant moi. Tu joues mon grand-père Moïse. Après je me demandais si tu te rendais compte d'une chose dont on n'a pas parlé ni avant, ni après, ni pendant. C'est que ce qui est très troublant pour moi, c'est que mon grand-père est mort en 1962, donc je ne l'ai pas connu, puisque je suis né en 61. J'avais 1 an, j'ai aucun souvenir de lui, et en fait, c'est toi. C'est toi maintenant, l'incarnation de mon grand-père. C'est très étonnant, non ? Ah oui, ça c'est... Les choses de vie comme ça, quand on incarne. Mais c'est vrai que j'ai l'avantage de ne pas me poser trop de questions quand je joue des gens qui ont existé. Ou, je ne me pose pas trop de questions. Il m'a montré des photos, j'ai dit oui, soit, mais voilà, c'est l'histoire l'histoire qu'on doit incarner ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que je m'imprègne de choses. Je me souviens pour Pierre Berger, ma mère qui l'avait bien connu, m'avait raconté des trucs. Ok, mais ça a dit, je l'avais rencontré d'ailleurs, Pierre, à l'époque où je l'ai fait. Mais ça ne m'intéressait pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire d'amour. Le reste... ne pas trahir son deuil, oui, bien sûr, mais ces années-moi, par exemple, s'il y a des mots qui m'ont... Il y a un peintre avec qui j'avais travaillé pour préparer le film qui m'avait dit « on sent l'humilité ». Le mot, je me suis dit « ça, il faut que je le garde ». Je n'avais pas pensé à ça. Et voilà, des choses comme ça, mais après, lui, ça doit lui faire bizarre, c'est évident. Voilà, Pour vous êtes devenu Guy. son grand-père. Merci. Merci à beaucoup vous. pour cette conversation. Mais merci Et à à très vous. bientôt. Ah oui, volontiers. C'était très agréable. Pardon. Merci.